Selina. Selina Kyle. Vous êtes virée. Quant à Bruce Wayne, pourquoi vous déguisez comme Batman? Après le succès dantesque du premier Batman en 1989 et fier de ses 410 millions de dollars en entrée et 750 millions supplémentaires en produits dérivés surtout, la Warner Bros voulut bien évidemment capitaliser sur le phénomène en lançant la production d'une suite dans la foulée. Manque de peau, Tim Burton ne voulait pas y retourner, reniant le premier film en le considérant comme un conglomérat plutôt qu'un projet perso et le trouvait trop ennuyeux de toute façon. Car il faut dire qu'il n'avait pas super kiffé la production du premier Batman, ayant quitté de nombreuses fois le plateau en pleurs, à force d'être constamment sous le joug de ses deux producteurs. Peter Guber d'un côté, qui couchait avec Kim Basinger durant le tournage, histoire de rajouter à la tension, et surtout John Peters, l'ancien coiffeur de Barbra Streisand, qui bolossait Burton constamment. Pour le fun d'ailleurs, Burton retravaillera plusieurs années après avec Peters sur le fameux Superman Lives avec Nicolas Cage, mais c'est une autre histoire. Why are you trying to depress me so much? Does anybody got any cyanide or anything I can take? L'une des anecdotes les plus connues sur la production du Batman intervint lors du final dans la cathédrale, improvisé au jour le jour, quand Jack Nicholson grimpe les marches avec Basinger. À un moment, celui-ci s'était retourné en se demandant « Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire ?» Ce à quoi Burton avait répondu qu'il n'en avait foutrement pas la moindre idée. Et de ce fait, Burton, qui s'était fait aussi insulter par Jack Palance sur le tournage au passage, n'était pas super joasse à l'idée d'y retourner, et partit faire pépèrement son Édouard aux mains d'argent. Pendant ce temps, Sam Hamm, scénariste du premier film, planchait quand même sur un scénar. Et alors que Sam voulait explorer plus en amont le personnage d'Harvey Dent du premier, la Warner, elle, voulait utiliser le pingouin, plus populaire, en y ajoutant également Catwoman, histoire de garder la thématique animale. Miaou. L'histoire de Batman 2 était écrite comme une suite directe du premier film. On y revoyait Vicky Vale, que Bruce voulait épouser, ainsi que l'existence d'une milice fasciste de Batfans, inspirée par les actions du Vengeur masqué. Le pingouin, appelé curieusement Boniface dans le scénar et pas Oswald comme dans la BD, sortait de prison et ressemblait beaucoup au pingouin rigolo du comics, ayant comme faculté de pouvoir contrôler les oiseaux et tuant ses victimes avec des osios porteurs de bombes ou des pigeons kamikazes, un peu comme dans les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Enfin, Catwoman était une mercenaire adepte du sadomasochisme, tuant ses proies après avoir couché avec eux. Les deux personnages s'associaient afin de trouver des statues de faucons détenus par de riches familles de Gotham, en trucidant leurs propriétaires et en accusant Batman des meurtres, le tout afin de découvrir un fabuleux trésor caché dans la Batcave. J'ajoute également qu'on y voyait aussi Robin en jeune punk, et bref, le script n'est pas très bien. Avec beaucoup trop de personnages dont tu prenais l'histoire en cours, t'as pas beaucoup d'attaches, t'es pas très investi, c'est pas très intéressant. Ah oui, il y avait aussi un truc à la Robocop 3, où Batman se mettait à protéger des sans-abri, toute une histoire de société secrète, non vraiment beaucoup trop de choses. Du coup, la Warner rappela Tim Burton en lui donnant carte blanche pour imposer ses conditions, étant en plus tranquille grâce à l'absence de Peters et Guber, partis vers de nouveaux horizons, trop occupés à couler Sony. C'est une longue histoire. De ce fait, Burton obtint plusieurs choses, dont notamment le droit de tourner le film à Los Angeles, et non plus à Londres, où pourtant les décors du premier film construit par Anton Furst, décédé entre-temps, attendaient encore intacts afin d'être utilisés. Et le plus important, le film ne sera pas une suite directe, mais plutôt une sorte de reboot, dans un nouvel univers, avec un nouveau Gotham, avec de nouveaux personnages, et aucune mention du premier film, hormis 2 références à Vicky Vale ici et là. Le sceau du secret. Qui a fait entrer Vicky Vale dans la Batcave? J'étais assis, je travaillais, tout à coup je me retourne, et elle était là. Non, salut Vic, entre nous. Un nouveau scénariste fut appelé sur le projet, en l'occurrence Daniel Waters, qui venait d'avoir un petit succès d'estime avec Ethers, un teen movie glauque, afin d'incorporer ainsi toute la noirceur voulue par Burton dans le script, en s'inspirant des nouveaux designs de ce dernier pour les personnages, très éloignés des anciennes versions des comics et de la série. La nouvelle Catwoman serait plus sensuelle, tout en latex, avec un costume fait main, dévoilant visuellement les cicatrices du personnage, idée que Burton reprendra telle quelle pour Sally, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, tandis que, pour s'éloigner de la vision comique du pingouin de la bande dessinée, Burton se basa sur un de ses vieux poèmes, nommé Jimmy the Hideous Penguin Boy, pour lui insuffler une nouvelle personnalité tragique, en lui donnant une origin story à l'écran. Dans Batman Returns, le pingouin n'est plus un héritier bedonnant chouchouté par sa maman, mais fut abandonné par ses parents peu après sa naissance, du fait notamment de sa difformité, étant atteint de sydactylie avec ses doigts soudés entre eux. D'ailleurs, les magnifiques premières minutes du film nous mettent directement dans l'ambiance, en nous montrant la famille Cobblepot avec le père sous les traits de Paul Rubens, mieux connu sous son pseudo Pee-wee Herman, qui, pour l'anecdote, s'était fait choper par la police juste avant le tournage pour s'être masturbé dans un cinéma porno. La mère étant jouée par l'actrice Diane Salinger, qui
qui apparaissait également dans Pee-wee Big Adventure. Ah, et notez au passage qu'il est accoutré du fameux monocle et fume-cigarette traditionnel du pingouin. La scène est d'ailleurs bourrée de foreshadowing entre la cage annonçant le train qui kidnappera les gosses à la fin du film et un petit avant-goût de la relation entre Catwoman et le pingouin. Le foreshadowing, je le rappelle, c'est teasé avec des détails ce qu'on verra plus tard dans le film. Oh, I never thought I'd miss a hand so much. Là, dans Batman Returns, ce petit canard en plastique qu'on voit ici permet de nous teaser le véhicule canard du pingouin de la fin du film. Et t'as aussi de nombreux dialogues de Selina qui nous teasent Catwoman. J'ai peur que nous n'ayons pas très bien dressé, mademoiselle Kyle. Vous savez, on va être chien et chat, vous et moi. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov, qui est de présenter un objet qui ne semble avoir aucune utilité pour le moment, mais que le personnage utilisera beaucoup plus loin. À cette figure tragique, Waters s'amusera également à donner au pingouin une dimension biblique, puisque tel Moïse, celui-ci sera balancé à la flotte par ses parents dans son propre berceau. Fleuve, au fleuve, emporte pour moi. Petit frère, tu es sauvé, tu dois le rester. Et pour pousser encore plus loin la référence, après avoir été recueilli par les pingouins, celui-ci ne réapparaîtra que 33 années plus tard. Le pingouin, d'abord teasé petit à petit dans le film via le bon vieux trope du crieur de journaux, Le nouveau le pingouin repéré, informez-vous. Une créature mi-homme mi-pingouin vit dans les égouts de Gotham. puis par de curieuses mains gantées sous la place, des jeux d'ombre, nous est révélé enfin à la 18e minute sous les traits de Danny DeVito, dans un style original, loin, bien loin de la représentation farfelue du comics. Alors, monsieur Pingouin? Un pingouin, ça n'a pas d'ailes et ça ne vole pas! Alors non, le pingouin ça vole et ça a des ailes, c'est le manchot qui ne vole pas. Et il faut dire qu'effectivement son look est particulièrement impressionnant. Produit par le génialissime Stan Winston, qui était également responsable du Terminator aussi, ainsi que plus tard des dinosaures robots de Jurassic Park, et qui s'était inspiré de son propre travail sur les corbeaux de The Wiz, la version du Magicien d'Oz avec Michael Jackson, pour donner au pingouin ce bec si particulier. Maquillage qui ne prenait que 2 heures par jour à appliquer. Et il faut savoir que, déjà la Warner voulait Dustin Hoffman à la base, mais Tim Burton ne voyait que DeVito dans le rôle, qui accepta de suite sous les conseils de son ami Jack Nicholson, qui le persuada que ce serait très bien pour son portefeuille. Et si effectivement le look du pingouin fut un des éléments majeurs du film, habillé en outre comme un personnage de Dickens, avec un costume repris au Dr Caligari dans le film expressionniste allemand de 1920, il traumatisa bon nombre de gens du studio, notamment ce gamin je pense, qui doit encore avoir des angoisses, rien qu'en matant la bande à Picsou, et qui choqua surtout le fabricant Kenner, produisant les jouets du film, qui fut tellement dégoûté par le nouveau pingouin qu'au lieu de faire une figurine à l'effigie de DeVito, ils préférèrent ressortir un vieux design de 1984 et de le peindre en noir pour mieux le vendre. Je suis désolé, les enfants, mais restez avec nous, on a de très bonnes pubs pour des jouets, je vous le jure. Et afin de donner quelque chose à faire au pingouin dans son scénar, Waters décida de s'inspirer des épisodes Dishonor the Penguin et Dishonor the Penguin de la fameuse série rigolote des années 60, où le pingouin se présente à la mairie de Gotham. Pour l'anecdote, Burgess Meredith, son interprète dans la série, devait d'ailleurs jouer le rôle du père du pingouin dans le film, mais son âge trop avancé fit qu'il dut décliner. Et ainsi, du scénario de Sam Hamm, Waters ne reprit que le fait de situer son action à Noël, et que Batman était recherché pour meurtre. Batman a poussé la princesse dans le vide. J'espère que c'est pas un otage. Alors oui, bon, Batman est accusé un peu trop rapidement d'avoir balancé la Reine des Neiges du haut du toit, mais vu ses antécédents, faut pas jouer les surpris. Je note aussi que la police de Gotham est un poil à cran. Et pour l'anecdote, le script de Hamm comportait également tout un passage où le pingouin et Catwoman envahissaient le manoir Wayne, scène qui sera reprise pour le 3e film, car rien ne se perd à Hollywood. Et vu que le nouveau scénario allait devenir une sorte de parodie de la politique, Waters y ajouta également un vampire de la finance, cherchant de plus à pomper toute l'électricité de Gotham grâce à une centrale électrique chelou pour... Je sais pas, c'est pas très bien expliqué. Vous allez bâtir un prodigieux, phénoménal cumulateur, Mais lequel, au lieu de générer des kilowatts, va en fait les accaparer au détriment de Gotham City et les stocker. Mais comme il meurt électrocuté, je trouve ça super ironique.
Et pour le fun, il nomma son personnage Max Schreck, en hommage au nom de l'acteur qui jouait Nosferatu le vampire dans le film de Murnau de 1922. En plus, il est ici joué par Christopher Walken, qui reste ultra terrifiant, et j'aime à croire qu'il puisse s'agir de Max Zorin, ayant survécu à sa chute dans la baie de San Francisco, et qui en a profité pour refaire sa vie à Gotham, ayant changé de nom de famille. D'ailleurs, fun fact, il faut savoir que le rôle de Max Schreck fut, comme quasi tous les rôles de méchants d'Hollywood, proposé à la base à David Bowie, qui refusa, préférant jouer dans le Twin Peaks de David Lynch. La blague étant que David Bowie était également pressenti pour jouer Max Zorin, mais qu'il refusa le rôle pareillement. Et il existe une rumeur persistante voulant que le personnage de Max Schreck fût à la base Harvey Dent, finissant défiguré par Catwoman à la fin et teasant son arrivée dans un troisième volet en double face, qui aurait dû à nouveau être joué par Billy Dee Williams donc. Mais on l'a vu, Sam Hamm n'avait pas pu le mettre dans son scénar et Schreck apparaît bien dans les 5 scripts de Waters. La rumeur est donc fausse, mais cependant, Daniel Waters avait bel et bien incorporé un passage dans son scénario où on voyait Harvey Dent, le temps d'une scène, se faire défigurer. Mais comme Burton ne voulait pas que le second Batman ait le moindre rapport avec le premier, la scène sauta. Car Schreck fut créé surtout afin de lier toutes les histoires des personnages entre eux, occupant ainsi 40% du film. C'est lui qui emmène le pingouin à la surface, le poussant par la suite pour le poste de maire. Imaginez, un maire, ça a forcément l'oreille des médias. Ça fréquente des capitaines d'industrie de pointe. Et ça baisse du matin au soir. Mais c'est lui aussi qui pousse Selina, au sens propre, la transformant en Catwoman. Je trouve ça super classe. Bon, par contre en français, il parle avec la voix de Ned Flanders. Bonsoir messieurs, qu'y a-t-il pour votre service? Rien ne me surprend, mon petit Chip. Sauf feu ta pauvre mère. Niveau menace, faudra repasser, hein. D'ailleurs, en VF, t'as quasi toute l'équipe française des Simpsons dedans, hein, puisque en plus de Guillemin, t'as Martine Merag, qui fait Crapabelle dans les premières saisons, et qui fait ici la pub Lady Gotham. Nous vous appelons pour vous parler du dernier parfum enivrant de Lady Gotham. Avec lui, la femme se sent femme. T'as même Véronique Augereau, la voix de Marge, qui passe par là. Voyons, ce qu'on va faire d'abord, c'est enfiler ces adorables gangans sur vous. Nos recherches nous indiquent que l'électorat flash sur les doigts. Et forcément, Philippe Pétieux, qui fait Homer, fait ici la voix du pingouin, parce que c'est le doubleur officiel de Danny DeVito. Bon alors, qu'est-ce qu'on fiche? On la consomme, cette union infernale. Mais de quoi parlez-vous donc? Catwoman, elle, est doublée par Emmanuel Bondeville, qui fit Jennifer Connelly dans Labyrinthe et Rocketeer et qui reprit le personnage pour la série animée. Ce qui est normal puisque la direction artistique française fut exécutée par Jenny Gérard, la même qui s'occupa de Retour vers le futur, et qui s'occupait des Simpsons. Ceci explique cela. Tandis que c'est Patrick Osmonde qui fait la voix de Keaton et qui jouera, dans la série animée aussi, non, pas en Batman, il va faire Mr. Freeze. Le monstre qui t'a prise à moi apprendra bientôt que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais c'est froid. Et pour Catwoman, justement, Waters décida aussi d'en changer ses origines. Elle n'est donc plus une simple voleuse comme dans la BD, ou la mercenaire sadique du premier script, mais devient au départ la secrétaire de Schreck. Assistante de direction. Ok, assistante de direction, comme tu veux. Perdue au milieu d'un univers typiquement masculin, montré d'ailleurs comme une intrusion dans le cadre à chaque fois, comme là ici avec le café là. Ou là derrière. On dirait un technicien qui essaye d'éviter la caméra, c'est assez drôle. Son oppression est aussi montrée via son appartement rikiki, tout de rose pâle fatigué, avec même là une poutrelle métallique le traversant en plein milieu. T'as une poutrelle! Et ce ne sera qu'après avoir découvert les plans machiavéliques de Max qu'elle sera balancée par la fenêtre et ressuscitée par les chats. Et son moment le plus marquant reste sa transformation en Catwoman à la suite d'un ébouriffant pétage de plomb, sans le moindre dialogue et sous la superbe musique de Danny Elfman, lorsqu'elle burtonise son décor en foutant du noir partout et en cousant elle-même son costume, en changeant d'ailleurs la couleur des ciseaux d'un plan à un autre, transformant par la suite la voleuse de la BD en fantasme de latex, chaussures à talons et fouet pour le côté dominatrice, et qui représente aussi la queue du chat. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Et il faut savoir que plus de 60 costumes de Catwoman à 1000 $ pièce furent fabriqués pendant la production du film. Le tout en vinyle d'ailleurs et pas en latex, et qu'il était collé sous vide à la peau de l'actrice. Avec le masque qui lui pinçait le visage, sans compter le fait de se trimballer en talons hauts tout en prenant un air détaché. En plus d'une couche de silicone liquide pour le rendre brillant, mais cette dernière avoua après le tournage ne plus jamais vouloir voir le costume même en peinture.
Même si tu sais qu'un spin-off centré sur Catwoman était au même moment en chantier, enfin j'en cause après. Alors il faut savoir qu'à la base, Selina devait être interprétée par l'actrice Annette Bening, mais que celle-ci dut décliner car elle tomba enceinte de Warren Beatty quelques semaines avant le tournage. Et après un immense casting recensant tout ce qu'Hollywood a d'actrices, ce fut Michelle Pfeiffer qui obtint le rôle, abandonnant ainsi la pré-production du Lorenzo de George Miller au profit de Suzanne Sarandon qui voulait à tout prix le rôle principal de Lorenzo. La vie est quand même bien faite. Et au passage, Michelle Pfeiffer fut payée 3 millions de dollars pour le rôle de Catwoman, soit 2 de plus que ce qu'aurait dû toucher Annette Bening, quand je vous dis que la vie est bien faite. Et pour l'anecdote rigolote, l'actrice Sean Young aurait voulu elle aussi jouer Catwoman, mais il faut savoir qu'elle devait déjà interpréter le rôle de Vicky Vale dans le premier film, mais avait dû être remplacée par Kim Basinger à la suite d'une malencontreuse chute de cheval durant les répétitions. Pour une scène qui, au final, ne fut jamais tournée. D'ailleurs, la rumeur voudrait que Sean Young fut tellement insupportable durant les répétitions qu'un assistant réalisateur l'aurait peut-être poussé. Elle voulait tellement le rôle de Catwoman qu'elle débarqua un beau jour dans les studios de la Warner costumée en Catwoman et qu'elle fut dégagée par la sécurité pendant que Tim Burton s'était planqué sous son bureau pour ne pas voir l'actrice. Elle alla même ensuite faire le tour des plateaux télévisés toujours en costume de Catwoman fait main, mais comme la production ne voulait surtout pas d'elle dans le film, le rôle échut donc à Michelle Pfeiffer. Et pour l'anecdote, Michelle Pfeiffer aussi devait jouer Vicky Vale dans le premier film, mais Michael Keaton avait refusé à l'époque car ils venaient tout juste d'avoir une relation ensemble et ça s'était pas super bien passé. Mais pour Batman Returns, Keaton ne put y échapper. Du coup, en sachant ça, tu comprends d'où viennent les étincelles entre les deux. Notez aussi que Pfeiffer prit des cours de self-défense pour les scènes de combat, maîtrisa le fouet à la perfection pour les scènes de décapitation et poussa le vice aussi jusqu'à mettre carrément un oiseau vivant dans sa bouche. Et ainsi, chaque méchant de Batman Returns représente un côté de Bruce Wayne ayant mal tourné. Le vengeur masqué avec Catwoman, l'homme d'affaires milliardaire avec Shrek, et le pingouin, c'est l'orphelin n'ayant pas été recueilli par Alfred, mais par un gang de criminels, composé de clowns faisant doublon avec le Joker, certes du premier film, mais accentuant l'effet monstre de foire voulu par Burton. Et pour Batman, c'est vrai qu'on ne le voit que très peu dans le film. Burton expliquant qu'il était beaucoup plus intéressant de passer du temps sur les méchants, et que Batman doit rester une figure de l'ombre, et que moins on le voit, mieux c'est. Ce qui ne dérangeait pas du tout Keaton, attiré surtout par le salaire de 11 millions de dollars proposé par la Warner afin de reprendre le rôle. Ai-je bien entendu, on vient de parler de pognon? Le costume fut légèrement modifié par rapport au premier, avec déjà une braguette pour que Keaton puisse pisser, et en enlevant la musculature apparente et les abdos saillants, remplacés par une apparence beaucoup plus stylisée. Les abdos reviendront pour les suivants, mais par contre au niveau souplesse de mouvement, ce n'est pas encore ça. Il a l'air toujours aussi rigide se baladant avec un vrai balai dans le cul. Et j'ai toujours trouvé marrant dans ce genre de film que les yeux du héros soient maquillés en noir, tout autour là. Noir qui disparaît dès qu'il enlève le masque. Néanmoins, l'aspect pessimiste du script déplut à la Warner, qui avait en outre besoin d'un vrai plan pour le pingouin, autre que le simple fait de profiter des émeutes pour surfer sur le thème de la sécurité pour sa campagne. La gloire que j'ai hâte de rétablir, c'est la gloire de notre Gotham! And we will make America great again! Et de ce fait, ils firent ainsi appel au scénariste Wesley Strick d'Arachnophobia, sans le créditer au générique, afin d'uniformiser tout ça, au grand désespoir de Waters qui protesta contre les changements. Reprenant la thématique de Moïse, Strick ajouta le plan de faire tuer par le pingouin tous les premiers-nés de Gotham, plan interrompu hors champ par Batman, ainsi que la séquence de fin avec l'armement des bestioles, interrompue en quelques secondes par Batman grâce à une bad facilité scénaristique. Je suis désolé, ces pingouins-là ils portent pas de casque, alors comment ça se fait qu'ils reçoivent les fréquences eux aussi? Et t'avais même aussi dans le scénario une curieuse histoire parallèle où Max Schreck se révélait être le frère oublié d'Oswald, ayant quitté la famille Cobblepot après avoir appris l'infanticide de ses parents. Et chose amusante, il reste encore une trace de cette histoire dans le film, lorsque Oswald dit « Exact. Bien qu'étant leur premier fils, j'ai été traité comme un fils indigne. » S'il est fils aîné, c'est qu'il possède un frère. Et à noter que devait également apparaître Tim Drake dans le film, alias Robin, sous les traits de l'acteur Marlon Wayans, réparant la Batmobile, expliquant la présence de cette phrase dans le film. Pourtant, n'en oublions pas de réparer la Batmobile. Et tout cela sous le sceau du secret. Hors de question de conduire votre joyau chez le premier ferrailleur venu, non? Expliquant pourquoi il y a des jouets Robin de Batman Returns. Même si Robin est blanc ici et pas noir. Et si la scène fut supprimée du script peu avant le tournage, Tim Burton ne voulait vraiment pas de référence à Robin dans son univers, Marlon Wayans reçoit quand même toujours des royalties sur Batman Returns.
Enfin, pour coller à la nouvelle ambiance gothique, Burton fit appel à Bo Welch pour les décors, qui avait déjà fait ceux de Beetlejuice et d'Edouard aux mains d'argent, afin de faire un nouveau Gotham dans un style gothique fasciste, dixit Burton, avec ces immenses statues qu'on croirait importées de la Russie stalinienne. Et il faut savoir qu'au moment du tournage, 50% des studios de la Warner Bros étaient occupés par ces décors monumentaux, et qu'en plus chaque studio était climatisé autour des 0 degrés, alors qu'il faisait 33 degrés dehors, afin déjà de garantir une bonne température ambiante aux pingouins, et surtout de pouvoir voir la buée sortir de la bouche des acteurs, sans avoir recours aux effets numériques. Et pour l'anecdote, l'extraordinaire décor du pingouin représentant sa mégalo dut être construit dans les studios d'Universal, plateau 12 pour être exact, le 8e plus grand plateau du monde où fut construit auparavant l'intérieur du château avec le grand escalier du Dracula de Todd Browning de 1931, ainsi que le magnifique décor du laboratoire de Frankenstein réalisé par James Whale. Et ils y ajoutèrent aussi un système réfrigéré pour satisfaire les vrais pingouins du film, ainsi que de gigantesques bassins bourrés de glace qui se vidaient régulièrement. Et pour filmer tout ça, Burton fit aussi appel à Stefan Ksapski pour la photographie, ayant lui aussi travaillé auparavant sur Edouard aux mains d'argent, et qui bossera avec Burton jusqu'à Ed Wood, son meilleur film selon moi. Et bordel, qu'est-ce que ce film est beau! Reprenant une photographie digne des films expressionnistes allemands des années 20, d'où les références à Murnau, Batman Returns fourmille de plans merveilleux mettant en valeur les magnifiques décors imposants de Bo Welch, sublimés par cette neige qui tombe au ralenti, avec en outre la présence de nombreuses maquettes magnifiques, une tradition chez le Burton des 90s. Et le tout filmé avec une superbe virtuosité, avec le haut du portail en 3D pour faire passer la caméra. Voilà, maintenant vous savez. Et je me souviens que lorsque je l'avais vu en 1992, je n'avais pas trop aimé le film, le trouvant beaucoup trop poétique. Et maintenant, c'est justement ce qui me plaît le plus, avec ces figures de freaks tragiques paumées dans un conte de Noël dépressif, le tout contrebalancé par un maximum d'humour noir et des acteurs qui se font plaisir. Danny DeVito prend son pied et ça se voit, tout comme Michelle Pfeiffer qui n'hésite pas à improviser durant quelques scènes. Même Batman a un côté sadique rigolo dans celui-là, même s'il n'hésite pas à cramer un clown avec les flammes de sa Batmobile ou quand il balance l'Hercule dans l'égout avec la bombe. C'est réalisé très second degré, hein, c'est comme du dessin animé. L'explosion elle fait pouf, je suis sûr qu'il s'en sort. Puis en fait, tu sens que Bruce ne prend son pied que quand il est en Batman, puisque la première fois que tu le vois, il a l'air de se morfondre tout seul dans le noir, avant qu'on l'appelle avec un super logo géant pas discret en plein milieu du salon, et heureusement qu'il était tout seul dans la pièce. Et bref, j'aime beaucoup ce film, par son ambiance merveilleuse, par sa musique formidable, et par le fait qu'il s'agit d'un blockbuster artistique, réalisé par un Tim Burton complètement libre, et témoignant encore une fois son amour pour les figures de freaks, en foutant pléthore de références cinéphiliques un peu partout. T'as des tortues ninja qui crament à un moment, les égouts de Gotham sont filmés comme ceux de Vienne du Troisième Homme, la tour de Shrek est calquée sur la tour de Babel dans Metropolis, le passage où Catwoman chute est calqué sur l'intro de Vertigo avec le flic qui tombe, la scène où le pingouin est poursuivi par la police sur le pont est une réminiscence de la scène de poursuite du cabinet du Dr Caligari, et le fait que le pingouin vive dans les égouts de Gotham est un hommage évident au fantôme de l'opéra, d'où est également tirée la scène de bal au magasin de Shrek, puisque si dans le film de 1925 avec Lon Chaney, le fantôme portait un costume de la mort rouge d'Edgar Allan Poe, et ben tu le vois dans la scène de bal, là au fond là. C'est peut-être le fantôme. Ah, et t'as Super Freak de Rick James en intro. Ingénieux le déguisement. La blague de la scène étant que Batman et Catwoman sont déguisés en Bruce et Selina. Et de ce fait, après une première en grande pompe, le film sortit sans grande concurrence en date du 19 juin 1992, battant le record du plus grand nombre d'entrées en un week-end avec ses 46 millions de dollars, mais chuta par la suite à cause de nombreuses critiques négatives qui s'élevèrent contre l'univers beaucoup trop dépressif du film, loin du produit familial du premier opus, et furent complètement déroutés par la fin beaucoup moins commerciale, avec le héros ne remportant pas la fille à la fin. Je crois que je ne me supporterai pas. Ça ne sera pas ce qu'on appelle un happy end. Et malgré le plan final avec la doublure de Catwoman, rajoutée au dernier moment pour la bagatelle de 250 000 $, histoire de redonner un poil d'espoir, Bruce reste quand même tout seul à la fin. Eh bien, advienne que pourra. Joyeux Noël, monsieur Wayne. Joyeux Noël, Alfred. Bon, et ok, il y a quand même quelques défauts. Les méfaits du pingouin se résolvent à chaque fois en quelques secondes, grâce notamment au brouillage de fréquents par DJ Alfred.
Tu sais pas comment il a récupéré les plans de la Batmobile, ni comment ils parviennent à désactiver le bouclier. Batman défonce le sol de sa caisse d'un simple coup de poing comme si c'était du balsa alors que le machin est blindé. Catwoman fait exploser le magasin Shrek et tout reste impeccable pour le bal du lendemain. Et comment la petite chatte est parvenue à découvrir le donjon du pingouin, mais on s'en fout, ça reste du chipotage comparé au moment où Batman parvient à ouvrir un coffre-fort de l'intérieur à l'aide d'un sonotone dans le suivant. Et justement, suite à la sortie du film, de nombreuses associations de parents protestèrent contre l'aspect sombre et violent du long métrage, ainsi que de la présence de quelques sous-entendus sexuels. Juste les petits minots que j'avais envie de voir. Ils crièrent également au boycott des produits McDonald's, en disant que c'était un scandale qu'une société fasse la pub d'un truc aussi répugnant, et McDonald's fut contraint, après seulement une semaine, d'arrêter la campagne de promotion. Et même Coca-Cola engueula la Warner pour avoir associé son produit à un machin où un personnage crache des trucs noirs. Et lorsque Tim Burton vint voir la Warner pour leur proposer des idées sur un troisième film, ceux-ci coupèrent court à la discussion et lui proposèrent plutôt de faire un long métrage sur Catwoman afin de laisser la licence Batman au studio. Et de ce fait, pour le troisième volet, la Warner fit appel à Joel Schumacher, qui était en train de faire le film Le Client pour le studio, afin de proposer un produit beaucoup plus marketing-friendly, pour contenter à nouveau Coca-Cola et McDo. Vous avez été frustré d'attendre 20 minutes pour voir Batman? Boum, le voici dès les premières secondes. Le film était trop sombre? Bim, on va vous faire Gotham comme si Banksy avait chié des arcs-en-ciel. Burton avait détesté le fait qu'on lui impose Prince pour la musique du premier. Ici, il y aura du U2 et un clip de Seal. En plus, Tommy Lee Jones, il nous refera le Joker. Val Kilmer, il sera reconnaissable entre mille avec sa bouche en cul de poule. Jim Carrey remplacera Robin Williams au pied levé. Nicole Kidman servira à rien. Il y aura de la synthèse partout et ça sera cadré avec le cul. Malheureusement, le film battit tous les records du box-office, remportant 52 millions de dollars en un week-end, prouvant ainsi à Warner que la vision du Batman coloré et rigolo fut la bonne, enterrant donc le futur Catwoman de Burton. Et nous donnant le fameux Batman et Robin bariolé rejeté par, va savoir pourquoi, le même public qui avait encensé Batman Forever quelques années plus tôt. C'est le même film les mecs, sauf que là il est beaucoup plus rigolo. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'ère glaciaire. Et je sais ce que vous allez me dire, oui mais Tim Burton était producteur sur le troisième film, c'est peut-être ça la différence. Eh ben non, sachez qu'il a été tellement dégoûté d'avoir été dégagé par le projet qu'il a juste mis son nom et pris les sous, c'est tout. Et même si le film fit 240 millions de dollars au box-office, il ne rentra pas dans ses objectifs, et la mauvaise critique fit que la licence dormit pendant quelques années, avant d'être rebooté par un Chris Nolan réutilisant les leçons acquises par Burton, en faisant un Batman un peu plus sérieux, mais gardant tout de même une once de sympathie, avant l'exécrable Batman v Superman de Zack Snyder, que même Daniel Waters rejette en le considérant trop extrême. Et c'est quand même le type qui avait écrit cette scène. Qu'entendez-vous par là? Et pour le fun, sachez qu'il existe sur le net une version de Batman le défi remontée par Andrew Hilla à la manière d'un film muet expressionniste allemand en utilisant toujours la musique de Danny Elfman et, comme cadeau pour Noël, c'est franchement génial. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. On veut le grand patron, celui qui dirige l'opération. Qu'est-ce que vous voulez? Pas toi! Shrek! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.